Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Faut-il craindre la colère d'une personne récemment décédée qui avait encore quelques comptes à régler ? Est-ce que le mal-être peut empêcher le nouveau défunt de franchir les frontières de l'infinie plénitude ? Entre le monde d'ici-bas et celui où sont les morts, quels moyens de communication ? Aujourd'hui, l'immatériel joue avec le matériel. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Nous abordons aujourd'hui un problème très grave. Oui. Et je le dis sérieusement. Oui. C'est celui des manifestations qui pourraient être attribuées à une personne décédée. Et quand je dis qu'il y a un problème, Oui. vous savez qu'un énoncé de problème, ça se termine toujours par un point d'interrogation. Et donc c'est vrai que certains événements, certains témoignages, comme celui dont nous allons parler cet après-midi, amènent à se demander si la mort, le moment où on referme la pierre, est vraiment quelque chose de définitif. Et donc d'abord, donnons-nous des garde-fous, donnons-nous des barrières. S'il y a quelque chose, si quand quelqu'un meurt, Oui. une part de sa personnalité subsiste, c'est certainement une hypothèse. Une hypothèse qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Mais de là à dire que les morts sont installés dans des salons qui ressemblent aux nôtres, que peut-être ils regardent la télévision, etc. Bon, il y a des gens qui font ça, qui disent « les morts m'ont parlé et ils m'ont raconté ce qu'ils avaient mangé le dernier repas ». Bon, alors non, Emmanuel, moi ça ne me fait pas rire. Non, d'accord, ok. Ça ne me fait pas rire, ces histoires. Non, parce que quand on raconte, par exemple, aux parents d'un ado qui s'est tué en moto, oui, il est heureux dans l'au-delà, il continue à faire de la moto, j'estime que c'est absolument ignoble. Il y a beaucoup de personnes qui pensent des choses pareilles. Mais il y a des gens qui le racontent et qui même se font payer pour ça, évidemment, et qui se font appeler médium. Je dis froidement que c'est ignoble, parce que ça amène ces pauvres parents à refuser une réalité qui de toute façon finira par s'imposer. Leur fils, il reviendra jamais. Ils n'entendront jamais un soir le bruit de la moto et le gamin qui rentre. Donc on leur fait refuser le deuil et c'est extrêmement grave, extrêmement dangereux. Mais le fait que je m'élève avec violence contre ce type de manipulation qui consiste à faire croire finalement que les morts continuent à vivre ne signifie pas qu'il n'y a pas quelque chose après la mort. Qu'il n'y a pas, je le répète, des événements, des phénomènes qui, eux, nous envoient une vraie question au travers de la figure. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. De toute évidence, à travers le témoignage de Justin, nous allons nous demander si quelqu'un, une fois qu'il est mort, ne peut pas, mais bien entendu, sans se montrer. Et donc, ce serait peut-être véritablement, je sais que vous aimez qu'on parle de cela, Emmanuel, l'esprit de ce quelqu'un, une partie immatérielle de sa personnalité, qui reviendrait pour dire, attention, je suis là, puis il faudrait pas raconter des bêtises. Et cet après-midi, on va parler de mort, de colère. Yves Lignon, ça sent un petit peu le poltergeist, cette histoire. Emmanuel, le poltergeist est associé à une personne vivante. Vous vous souvenez de l'histoire de Rosenheim ? Il y avait une jeune fille qui avait des problèmes relationnels à la fois avec son papa et avec son amoureux, plutôt avec l'amoureux que lui imposait son papa, et qui n'était pas le sien, avec une personne vivante. Là, nous allons parler de manifestations véritablement physiques, elles aussi, parce qu'un poltergeist, ce sont des manifestations physiques, des objets qui se déplacent, des bruits qu'on entend, de manifestations physiques. On va entendre un son, et on va encore parler d'une horloge. Mais nous ne pourrons l'associer qu'à une personne décédée. Et donc cette histoire m'a été racontée par Justin, qui vit à Toulouse, dans ma ville, et qui donc m'a invité chez lui, et m'a dit, voyez, je vous montre l'horloge qui est au centre de l'affaire. Alors il m'a montré, c'était dans le couloir d'entrée chez lui, c'est une maison individuelle, bon il y a une porte, un couloir, puis après il y a le salon où on se retrouve. Et ben j'ai vu une horloge, vous savez, qu'on qualifierait de kitsch.
pas une grande horloge comptoise, une horloge posée sur un meuble, donc du faux marbre, du doré, des angelots, etc. Et bon, je n'ai pas osé dire, elle est moche. Bon. On a bien compris. Mais je ne l'ai pas pensé. On l'a entendu. Je ne l'ai pas pensé, mais j'ai plutôt pensé, c'est ce pauvre Justin, de qui a-t-il hérité ça? Parce que de toute évidence, on voit mal quelqu'un a acheté ça pour le plaisir, même en étant amateur de kitsch. Et Justin m'a dit de suite, c'est l'horloge de ma grand-mère, et elle a une très grande valeur sentimentale pour moi. Et c'est pour ça que je l'ai récupérée. Bien qu'elle ne marche pas. Et il a insisté, elle ne marche pas. D'ailleurs, quand ma grand-mère est morte, la clé était perdue depuis longtemps. Bon, très bien. La clé pour remonter l'horloge. La clé qui sert à remonter l'horloge. Donc elle ne marche pas. Mais il me dit, par contre, dans mon enfance, elle marchait. Ouais. Et dans mon enfance, mes parents travaillaient tous les deux. Donc c'était ma grand-mère qui me gardait à la sortie de l'école. Et il me dit, j'avais un souvenir extraordinaire de ces moments-là. Je faisais mes devoirs en silence, sur la toile cirée. La grand-mère, elle était là. Elle faisait la cuisine, très souvent en disant, tiens, tes parents viendront manger ce soir au moins 3 fois par semaine. Elle disait, je fais pour 4, ça veut dire qu'elle faisait pour 6. Il n'y avait pas de bruit. Simplement, si je laissais tomber un crayon, il n'y avait que le bruit de l'horloge. Et cette horloge était un peu particulière. Elle sonnait 2 coups tous les quarts d'heure. Enfin, 2 coups au quart, 2 coups à la demi, 2 coups aux 3 quarts, puis après, à l'heure, elle sonnait. Et donc, il me disait, moi, ces 2 coups, c'est très, très important. Parce que c'était le moment de la fin des devoirs qui approchait. Chaque fois que j'entendais 2 coups, je savais qu'il me fallait à peu près 1 heure pour faire les devoirs. Donc, j'ai 2 coups, puis encore 2 coups, puis ça y est, l'heure va sonner. Et là, les devoirs seront finis. Et donc, ce sont des souvenirs d'enfance qui me font tellement chaud au cœur que oui, quand grand-mère est morte, quand on a dit, mais cette horloge, on va même pas la donner à un brocanteur, on va la jeter. J'ai dit non. Okay. Le lien était vraiment très fort entre elle est pour moi. Le petit-fils et sa grand-mère. Bon, alors moi, là, je me vois un peu à l'écart, dans cette jolie petite maison, à l'écart du centre de Toulouse, et j'avais envie de lui dire, écoutez, monsieur, pourquoi me montrez-vous cette horloge? Parce que bon, il m'avait bien écrit pour dire, vous savez, j'ai quelque chose de mystérieux à propos d'une horloge, donc systématiquement, nous essayons d'enquêter, surtout quand c'est géographiquement très proche. Enfin, il me dit, j'ai quelque chose de mystérieux à propos de l'horloge. Je lui réponds, je passerai pour voir. Je rentre, on est là planté dans le couloir, le hall d'entrée. Et il me montre cette horloge en me disant, mon enfance, j'arrivais, je goûtais, l'heure sonnait, je me mettais à faire les devoirs, etc. J'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce qu'elle a de mystérieux? Mais vous vous doutez bien qu'il l'a dit lui-même. Il m'a dit, mais maintenant que je voudrais raconter mon histoire, mon enfance, il faut que j'ajoute une chose, c'est que l'autre jour, l'horloge s'est remise en marche, et bien entendu, je n'avais pas retrouvé la clé. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Dans les clés du mystère, une histoire d'horloge qui ne fonctionne plus depuis des années, puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, ding-dong, la pendule semble s'être réanimée. Et alors pourquoi, Yves Lignon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pourquoi? Elle s'est réanimée toute seule, sans la clé. Justin insiste bien. Mais moi, comme toujours, je cuisine le témoin. Oui. Et donc, Justin me dit en plus, on devrait dire, quand je vous dis qu'elle ne marche plus, certes, elle ne tic-tac plus, quand je vous dis que forcément, puisqu'elle ne tic-tac plus, elle ne sonne plus, je vous mens pas, mais c'est pas tout à fait ça. Justin rajoute, en souvenir de ma grand-mère, des fois quand je passe près de l'horloge, je la tapote un peu, je la touche avec les doigts. En pensant à sa grand-mère. En pensant à ma grand-mère. Et alors à ce moment-là, évidemment, comme elle vibre et qu'il y a à l'intérieur un petit gong, il y a un vague son. Comme un petit cœur qui repart. Oui, ding, un vague ding, mais ça n'a aucun rapport avec les sonneries de l'horloge. Bon. Eh ben, un jour de septembre 1996, voilà que Justin et son épouse Lucie sont plus ou moins obligés de recevoir un oncle, qui s'appelle Jean-Pierre, le frère du père de Justin, qui vient chez eux pour se changer les idées. Parce qu'il vient d'être veuf, il vient de perdre sa femme et ça va pas.
Ça va pas. Donc, il a décidé de faire un peu le tour de la famille, passer quelques jours chez l'un, quelques jours chez l'autre, chez ses neveux, chez des frères, etc., pour essayer de retrouver sa stabilité. Et donc, il arrive chez son neveu Justin, et qui est aussi son filleul. Et, me dit Justin, nous voyons arriver un Jean-Pierre qui est vraiment pas au bord de la dépression, mais pas bien, qui est tendu comme une corde à piano, un rien l'irrite, etc. On comprend que c'est qu'il a une peine profonde, mais on ne sait pas comment le prendre. Bon, premier repas, premier soir, et évidemment, de quoi voulez-vous qu'on parle? Des souvenirs de famille. Or, Jean-Pierre attaque d'entrée. Il dit à son neveu et filleul, dis donc, en me rentrant là, en arrivant chez toi, c'est la première fois que je venais chez toi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'horloge de grand-mère. Oui. L'horloge de ma mère, puisque c'est l'oncle de Justin. J'ai vu l'horloge, tu dis de grand-mère, l'horloge de maman. Oui. Et franchement, j'aurais mieux aimé voir autre chose. Alors, Justin est tout à fait interloqué. Bien sûr. Il dit, mais comment, grand-mère dont j'ai de si bons souvenirs, et là, tu vois une horloge et tu dis, j'aurais mieux aimé qu'elle ne soit pas là. Et Jean-Pierre dit, parce que ta grand-mère nous a traités, mes deux frères et moi, d'une manière très dure. D'accord. Avec toi, elle était peut-être gentille, tu ne te rendais compte de rien. Mais pour ton père, pour ton autre oncle, Bernard, et pour moi, l'enfance, ça a été le bagne. Maman avait peut-être de l'affection pour nous, elle en avait certainement, mais Dieu sait qu'on ne la voyait pas. Elle nous infligeait des punitions humiliantes. Alors Justin est tout à fait désarçonné. Il dit, mais qui aurait pu imaginer que ma grand-mère a été une mère aussi dure? Oui. Et malgré tout, il dit à son oncle, c'est pas possible. C'est pas possible que ce que tu me dis, non, tu exagères. Peut-être que tu en veux à ta maman à cause de certains incidents, mais la femme que tu me décris ne peut pas être celle qui est devenue ma grand-mère. D'accord. Et à ce moment-là, très précisément, dans le couloir, comme si le quart d'heure arrivait, l'horloge sonne 2 coups. Bien clair, bien distinct. Justin se retourne vers son épouse, il se rend compte qu'elle aussi a entendu. Oui. Il regarde son oncle, il dit « Est-ce que tu as entendu ?» Et selon Justin, visiblement, Jean-Pierre n'avait pas entendu, n'avait pas voulu entendre, oui, peut-être. Oui. Mais pour Justin, il n'avait pas entendu. Donc l'horloge n'aurait été objectivement entendue que par 2 personnes. On parle de souvenirs de famille et on est chez le petit-fils qui a hérité de l'horloge de la grand-mère. Un oncle lui apprend que la grand-mère en question, aujourd'hui décédée, c'était une maman très dure. Et au moment où tous ces reproches sont balancés à table, l'horloge, dont la clé pour la remonter avait été perdue depuis des années et donc ne fonctionnait plus, se remet à sonner. Alors bien entendu, la conversation s'interrompt. Oui. Mais elle s'interrompt de manière curieuse. Parce que Justin, sa première réaction, c'est de se tourner vers son épouse. Et il constate que son épouse a elle aussi entendu l'horloge. Il se tourne ensuite vers son oncle en disant « Tu as entendu ?» Et son oncle dit « Je n'ai rien entendu. » Alors est-ce que effectivement le son n'est pas parvenu à ses oreilles psychologiquement ou parapsychologiquement? On ne le saura jamais. Bien sûr. Mais il y a une coupure. Il y a une espèce de silence. Et on se met à manger sans rien dire. Et puis, Jean-Pierre, vraiment, n'y tient même plus. Il reprend la parole, et de nouveau, pour dire du mal de sa mère. De nouveau, l'horloge sonne, vous vous en doutez. Et toujours les 2 coups. Les 2 coups du quart d'heure. Re-silence. Cette fois, Justin n'ose pas demander à Jean-Pierre « Est-ce que tu as entendu ?» Mais il a échangé un coup d'œil avec sa femme. Oui, elle a entendu. Et la même scène se reproduit. Moment de silence. Et de nouveau, l'oncle qui remet ça.
Ah, tu as un bon souvenir de ta grand-mère. Ça se voit que tu étais son petit-fils et que tu n'étais pas son fils. Ah, tu parles de ses goûters. Mais moi, le goûter, j'en étais privé souvent si j'avais des mauvaises notes et ainsi de suite et ainsi de suite. Jean-Pierre fait de nouveau une pause et l'horloge sonne de nouveau 2 coups. Alors, à ce moment-là, Justin se lève et se précipite. L'horloge est dans le couloir, n'oubliez pas. Sa femme le suit. Et l'oncle est bien obligé d'en faire autant. On ne sait pas s'il a entendu ou pas, ou s'il va reconnaître avoir entendu ou pas, mais enfin, en les voyant tous les deux se lever, il est bien obligé de se précipiter à leur suite. Et on plante devant cette horloge qui, tic-tac, elle s'est remise en marche. Justin a été bien précis quand il m'a raconté cette histoire. Elle ne marque pas l'heure, puisqu'elle s'était arrêtée à 3h de l'après-midi et qu'il est 7h30 du soir. Elle ne marque pas l'heure. Les aiguilles ne tournent pas, donc? Si, les aiguilles tournent. Elle fait tic-tac. Elle se déplace comme si on l'avait remontée. Et donc, toutes les fois qu'elle va passer au quart, sur le 3, sur le 6, sur le 9, elle va sonner les 2 coups. Et alors, Justin est là, devant l'horloge, interpelle son oncle. Mais en fait, tu peux pas dire que tu l'entends pas. Regarde, elle fait tic-tac. Regarde, ça s'approche du chiffre. Elle va sonner 2 coups. Attendons un peu. Alors, vous les imaginez tous les 3. L'oncle, il doit avoir la serviette de table autour du cou. L'avion effectivement, refroidi. On attend et l'horloge sonne 2 coups et continue son mouvement. Oui. Et Justin ne peut pas s'empêcher de faire remarquer. Tu as beau être mon parrain, cette horloge était en panne et elle ne s'est remise à sonner que depuis que tu as dit du mal de grand-mère, de ta maman. Alors évidemment, l'oncle se lance dans des discours tarabiscotés, mais de toute façon, cette horloge, je l'avais complètement oubliée. Quand je suis rentré chez toi, là, tout à l'heure, quand je suis arrivé, que je l'ai vue pour la première fois, je me suis demandé où je l'avais déjà vue, etc. C'est toi qui m'as rappelé que c'était l'horloge de grand-mère, et ainsi de suite. Ne m'ennuie pas, et repassons à table. On repasse à table. Et donc, joyeux repas. Hein. Oui, il semble qu'effectivement, on n'ait pas beaucoup parlé ni de la pluie, ni du beau temps, ni des résultats des compétitions sportives. Et c'est d'autant plus intéressant que tant qu'on est resté à table, l'horloge, régulièrement, tous les quarts d'heure, sonnait ces 2 coups. Et puis on est allé se coucher. La première chose qu'a fait Justin le matin en se levant, c'est de se précipiter dans le couloir. L'horloge tic-taquait encore. Il a attendu jusqu'à ce que l'aiguille arrive à hauteur du chiffre et l'horloge a sonné 2 coups. Elle avait donc bien aussi marché toute la nuit. Sud Radio, les clés du mystère. On lave le linge sale en famille, mais parfois ça ne plaît pas à la grand-mère décédée. La pendule, qui ne marchait pas depuis des années parce qu'on avait perdu la clé, que c'était une pendule mécanique, se remet tout à coup à marcher. Alors elle a fait tic-tac pendant 12 heures, une douzaine d'heures. 12 heures, puisque à quel moment l'a-t-on entendu sonner pour la première fois? Lors du repas? Pendant le repas, alors que l'oncle Jean-Pierre était en train de dire du mal de sa propre mère, c'est-à-dire de la grand-mère de Justin. Qui avait hérité de l'horloge en question. Qui avait hérité de l'horloge. Bon, et c'est Justin qui, le lendemain, dès qu'il se lève, va voir l'horloge. Elle marche encore. Elle n'a pas été remise à l'heure parce que Justin n'a pas voulu, mais elle marche Les aiguilles tournent, tout va bien. Les aiguilles tournent et puis on attend. Et l'heure, là, les 2 fameux coups de chaque quart d'heure, l'horloge les sonne. Bref, l'oncle arrive pour le petit déjeuner et là, Justin n'en peut plus. Elle dit, écoute, il faut que je te le dise, tu n'as pas l'air de vouloir le comprendre, mais cette horloge ne marchait pas. Elle s'est remise en marche hier soir à un moment très précis. Et donc, Justin lui dit, comme il me l'a dit à moi, il dit à son oncle, je vais te dire ce que je pense, ou plutôt ce que je crois, c'est bien mamie, ou l'esprit de mamie, qui depuis l'au-delà, vient faire sonner cette horloge et vient la faire marcher, parce que en réalité tu racontes des blagues, tu exagères. Peut-être a-t-elle été sévère pendant votre enfance, mais tu exagères maintenant. Tu as peut-être de bonnes raisons puisque tu es en deuil, mais tu exagères. Et mamie te le fait savoir. Dans le fond, c'est une manière de te donner une taloche, de te dire ne plaisante pas, n'exagère pas.
Et l'oncle ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Parce que c'est un sceptique Oui, c'est c'est un sceptique, et puis ça le met très mal à l'aise, cette histoire, parce que c'est vrai qu'il a peut-être exagéré dans ses rapports avec sa mère. Il faut pas oublier que, puisqu'il vient d'être veuf, il est en demi-dépression. Donc il a peut-être raconté son enfance, quand maman me flanquait la fessée, etc., à sa manière. Donc tout ça, ça tourne. Moi, j'aurais bien aimé être dans la maison à l'heure où ça sonnait, pour vérifier que l'horloge n'était pas remontée. Mais par contre, je n'aurais pas aimé être dans la tête de l'oncle Jean-Pierre. D'accord, il était perturbé, parce le garçon. Que, oui, je dois vous dire que là-dedans, ça fait toujours est-il qu'il maintient une position qui est tout à fait idiote, qui n'a pas de sens. Dire, moi, cette horloge, je l'avais oubliée, et qu'est-ce que tu viens de me raconter qu'elle ne marchait pas et qu'elle s'est mise à marcher quand je suis arrivé? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Presque, il traite son neveu et filleul, il faut pas l'oublier, de fada. Toujours est-il que l'oncle devait rester 4 jours. Oui. Et donc, Justin et Lucie, son épouse, se demandent comment ça va se passer. On répète qu'on n'a vraiment pas grand-chose à se dire. Hein. Oui. On se voit 3 fois par jour pour les repas. Bon, Justin et Lucie vont au travail. Ouais, mari et femme. Justin m'a dit, on n'a jamais été aussi content d'aller au travail. Ouais, c'est ça. Jamais. La famille, parfois, c'est lourd. Parce qu'au moins, l'oncle, il restait seul à la maison. Ouais. L'horloge sonnait ou ne sonnait pas, on savait pas, on n'était pas là. Ouais. Mais en tout cas, on revenait pas sur cette discussion. Et Justin insiste, ah oui, moi je suis persuadé que c'est l'esprit de ma grand-mère. Oui. Par rapport à ce que je disais, voyez Emmanuel en début d'émission, je crois que c'est important. Justin a ses propres croyances, mais il m'a toujours parlé d'esprit de sa grand-mère. Il m'a pas dit c'est grand-mère qui vient faire sonner l'horloge. Il m'a dit c'est son esprit. Bon, il est un peu chrétien, justement. Il aurait pu me dire c'est son âme qui est au paradis et qui se manifeste. Bon, enfin, en tout cas, ça s'annonce assez mal. Justin a de l'humour parce que l'oncle, il est parti pour rester 1 semaine. Ah ouf. Il a aussi qu'il restait 1 semaine. Hein. Les vacances, et comme me l'a dit Justin, puis il était avec son épouse, avec Lucie. Lucie l'a dit en souriant, oui, le premier jour, le matin, quoi, après tout ce qui s'était passé la veille, l'oncle à moitié fada et l'horloge qui sonne, on a été content d'aller au travail. Oui. Mais elle m'a dit, Lucie, on n'a jamais vu quelqu'un content d'aller au travail 1 semaine sans arrêt. Oui. Et heureusement, l'oncle dit, c'est ça, je m'en vais. Ah. Au bout de 48 heures. Il en a ras-le-bol. Il s'en va. Eh ben, écoutez. Et hop, le surlendemain, soir de son arrivée, il prend la valise, la voiture. Et bonne route. Au revoir. Et puis, alors, par la suite, évidemment, il a téléphoné, il a donné des nouvelles. Bon, c'est vrai qu'il a assumé son veuvage. Bon, on l'a un peu soigné aussi. Il a fait une psychothérapie. Et il a, à l'heure actuelle, de très bonnes relations avec son neveu et filleul. D'accord. Mais alors, la pendule? Eh ben, la pendule, à l'heure actuelle, quand Jean-Pierre revient, elle ne sonne pas. Ouais. Parce qu'elle a cessé de sonner à partir du moment où il a quitté la maison. Oui, déjà pour commencer. Et depuis, elle n'a plus ressonné. Peut-être parce que justement Jean-Pierre a fait le deuil je ne sais pas, mais de toute façon, Emmanuel, pour qu'elle ressonne, il aurait fallu qu'on la remonte. Or, vous savez bien que Justin avait perdu la clé. Oui, bien sûr. Elle a simplement sonné quand Jean-Pierre était là. Mais maintenant que Jean-Pierre va bien et qu'il revient, elle ne sonne plus. Quelle jolie histoire. Jolie histoire, évidemment, dans les clés du mystère, mais l'émission n'est pas terminée. Dans un instant, je crois, Yves Lignon, que vous voulez nous parler de quelque chose d'effrayant. On est presque à la fin de l'émission, Yves Lignon, et une fin d'émission, c'est un petit peu comme une fin de repas. Vous voyez, on a besoin d'un dessert léger, délectable, voire rassurant. C'est à ce moment-là que vous allez nous sortir une histoire effrayante. Oui, rassurant. Savez-vous, Emmanuel, que j'ai rencontré l'Antéchrist? Oui, la bête. Et qu'il n'y a pas si longtemps. Racontez. Vous voulez? Ah bah oui, on veut savoir. Oui. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui. J'arrivais à mon bureau à l'université et j'étais un peu en retard. Vous voyez, ça permet de situer la date approximative. J'étais un peu en retard parce qu'on sait qu'à Toulouse, nous avons un métro qui, au début, fonctionnait par à coup. Et donc j'étais un peu en retard, donc pressé. Je pensais à mes étudiants qui m'attendaient dans la salle de cours. Et je vois devant la porte de mon bureau un individu grand, pas anorexique mais plutôt maigre. Un impeccable costume noir, une cape sur les épaules, la trentaine d'années, les cheveux aussi descendant dans le cou, une barbe extrêmement fine,
un regard un peu brûlant. Oui. Ben, disons brûlant de fièvre. Ah oui, d'accord. Et donc cet individu me salue, se penche un peu, parce qu'évidemment, moi, quand je suis face à quelqu'un qui est grand, plus grand que la moyenne, je me rappelle que je me suis plus petit que la moyenne. Ouais. Il dit, bonjour, vous êtes le professeur qui dirige le laboratoire de parapsychologie. Je dis, oui, enchanté. Et il me dit, je suis l'Antéchrist. Ah, j'ai dit, enchanté aussi. Enchanté aussi. Oui. Maintenant, excusez-moi, je suis en retard. Mais c'est bien maintenant. Donc, je rentre, il reste là, planté devant la porte de mon bureau. Puis il y avait des gens qui passaient, mais il restait immobile avec ses yeux de braise. Je rentre dans la porte de mon bureau, je pose vite le cartable, je sors mes notes, je referme la porte, il était toujours là. Je dis, vous êtes toujours l'Antéchrist? Il me dit, oui. 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 Et il me jette son regard pour là, il me dit, je vous attendrai. Oh mon Dieu! Bon, très bien. Mais c'est horrible. Écoutez, mon vieux, moi, ceux qui m'attendent, ce sont mes étudiants. Ouais, j'ai un agenda et c'est hyper chaud pour moi. Voilà, ce sont mes étudiants. Donc, je vais à la salle de cours, et là, des étudiants, il n'y en avait point. Ils se livraient à une de ces occupations qui ont fait la gloire de mon université. C'est-à-dire? Et qu'on appelle faire la grève. Oui, d'accord. Donc, je reviens vers mon bureau. Le supposé Antéchrist était toujours là. Ben, je dis, mon vieux, vous avez de la chance. Ouais. Parce que comme je ne donne pas mon cours, j'ai 1h30 à vous consacrer. Ouais, à tuer. Rentrez. Oui. Et donc, je me suis trouvé seul, assis dans mon bureau, face à l'Antéchrist. Il souriait ou non? Il ne souriait pas. Et j'ai dit donc, racontez-moi ce que vous avez à me raconter. Alors comme ça, vous êtes l'Antéchrist. Bon. Etc. Donc nous avons passé cette heure agréablement. Ah bon? Agréablement. Ouais. C'était quelqu'un qui avait une conversation très châtiée. Ouais. Bon, il m'a expliqué qu'effectivement, il était là un peu en avance, parce que la fin du monde, bon, mais il y avait un problème de décalage temporel, m'expliqua-t-il, mais de toute façon. Bon, et puis au bout d'une heure, nous nous sommes quittés fort aimablement, sans nous serrer la main quand même. Certaine prudence de ma part, vous voyez. Et je crois pouvoir vous dire aujourd'hui, devant ce micro, Emmanuel, que ce n'était pas l'Antéchrist, mais que j'ai eu de ces nouvelles par un médecin psychiatre. Ah oui, d'accord, ok. Ouh, on a eu chaud, franchement, et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Allez, Yves Lignon, on se retrouve bien sûr demain à partir de 13h30 pour d'autres histoires incroyables. Entre 13h30 et 14h30, cette émission est bien sûr podcastable sur sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30, les clés du mystère sur Sud Radio.